Allez. Alors, ça va être une saga. Donc, c'est une BD que j'ai lue il y a déjà un petit moment. Je l'ai lu même. Ça fait partie des premières BD que j'ai lues quand je me suis vraiment mis à lire de la BD, parce que c'est pas la première fois que je lis des BD, j'en ai lu au cours de ma vie quand même quelques-unes. Mais là, maintenant, j'ai décidé de lire vraiment de la BD et du comics. On m'a proposé, mes amis m'ont proposé, m'ont dit tiens, j'ai cette saga qui est hyper connue depuis le temps, ça peut peut-être te plaire. Et j'ai dit, bah écoute, moi je suis ouvert. Alors, j'ai même lu d'autres trucs que j'ai pas chroniqués parce qu'il fallait que je les relise, comme, les Peter Pan de Loisel, la quête de l'oiseau-temps. J'ai lu, je sais plus, enfin il y a quelques titres comme ça, très connus que j'ai lus. J'ai pas fait de chronique à l'époque, c'était le moment où vraiment je découvrais. Donc, je me sentais pas de faire des chroniques dessus. Mais là, Sambre, ça a commencé à me plaire et donc de vous en parler. Donc c'est pas une chronique, c'est une chronique assez légère. C'est les premières que je faisais sur la BD parce que j'avais pas vocation à vous faire des longs pavés comme je commence à faire maintenant. Mais je vais vous présenter un petit peu cette série et peut-être que ça pourra vous plaire. Alors, partager l'écran. Voilà, Sambre. Donc Sambre de Isler et de Balak. Donc c'est une saga qui est composée en plusieurs séries, il faut savoir. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, il ne faut pas hésiter à me le dire. Donc l'original donc, est fait par Isler et Bala, comme je disais. C'est deux auteurs très connus, mais que je découvre via cette série. Et la première série date de 1986 et elle est en 4 volumes. Alors la première série est un petit peu plus datée en termes de traits. Par contre, les séries suivantes, c'est pas le cas. Donc ça se passe dans les années 1800 et on va suivre une famille. Voilà, on va suivre, comme je dis là, c'est des couleurs un peu plus datées, un peu plus fades. On va suivre une famille aristocratique un peu en sursis, hein. On est un peu à la fin de cette ère aristocratique et le jeune garçon que vous voyez ici va tomber amoureux d'une jeune fille qui a la particularité, voilà, d'avoir les yeux rouges, comme vous pouvez voir, et qui a un fort lien avec la famille Sambre. Et comme je disais, donc c'est une famille qui arrive un petit peu au bout de leurs privilèges et c'est même un peu le moment un peu de décadence en fait. Et il y a beaucoup de mystères autour de cette famille, mais aussi on comprend qu'il y a un lourd passé qui date de plusieurs générations et qui pèse sur cette famille. Et on va croiser des personnages assez énigmatiques qui connaissent le passé de cette famille. Et on sent qu'il y a une cohérence dans l'univers et dans l'histoire. Et du coup, c'est ça qui m'a accroché et qui m'a donné envie de lire la suite. J'avais envie de comprendre ce que les auteurs avaient pu proposer et travailler. Et travailler au niveau de l'histoire. Et donc, hop là. En parallèle de tout ça, en fait, on va surtout suivre l'histoire là, du jeune Sambre et de cette fille, une histoire d'amour tragique, je dirais. Et l'œuvre, je trouve qu'elle a une ambiance très particulière. Ça se passe déjà dans un pays qui est en pleine révolution, donc la fin d'une ère pour la bourgeoisie et le début d'un autre pour le peuple. C'est aussi dans le phrasé, c'est très poétique, un peu littéraire. Il y a une sorte d'intensité dans les relations qu'entretiennent ces jeunes, sorte c'est pas des Roméo et Juliette, mais sorte ce côté où ils n'arrivent plus à contrôler leurs sentiments et ils sont follement amoureux, quoi. Et, euh, et, et du coup, voilà, il y a une sorte de romantisme un peu noir et une sorte de poésie qui s'en dégage, tout en étant très pessimiste. Alors, je vais passer les quelques scènes, voilà. Tout en étant très pessimiste, assez noir, une sorte aussi de lendemain enfin, de lendemain impossible. Et même les décors sont assez sinistres. Vous voyez, le dessin est très noir aussi. Et du coup, les décors, ils sont, voilà, Paris, quand ils vont dans Paris, je vais vous montrer par exemple le volume 3. Quand ils vont à Paris, c'est pareil, c'est un Paris qui est très sale, qui donne absolument pas envie de visiter, quoi. Donc le titre, il est assez cru dans sa représentation des événements, de la violence ou dans des passages beaucoup plus explicites. C'est la BD française, hein, là, il n'y a pas de censure. Et il y a beaucoup de questions dans cette BD. Par exemple, pourquoi la grande sœur hop là, je passe un petit peu les pages.
voilà, pourquoi la grande sœur du jeune Sambre, elle est matrixée par un livre que sa famille a écrit et qu'elle veut absolument que le petit finisse. Pourquoi le jeune Sambre, il a une particularité, c'est qu'il est hémophile, donc dès qu'il se blesse, il saigne énormément. Et on ne sait pas d'où vient cette maladie, et c'est héréditaire. Tout comme les... non, pardon, celle-là n'est pas héréditaire, par contre, la jeune fille qui a les yeux bleus, on se demande c'est quoi sa relation, etc. Et tout ce mystère, en fait, fait que j'ai voulu lire l'histoire, et j'ai été pris par l'histoire, et j'ai dévoré les bouquins. Donc j'ai vraiment adoré. Et je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est vraiment une sorte d'ambiance, une sorte de lecture où on rentre dans un univers, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Sambre. Et pourtant, je pensais vraiment pas aimer plus que ça. Mais bonne surprise. Alors il faut savoir qu'après, il y a aussi une suite donc, qui est en cours, toujours. Donc ça, je l'ai lu. C'est une suite en fait qui montre... hop là. Je ne vais pas dire plus parce que c'est une suite directe, donc je ne peux pas raconter ce qui se passe dans cette suite. Toc, je vais passer, allez, ici. Je ne vais pas dire ce qui se passe dans cette suite, mais en gros, ça va aller, on va continuer justement, il va y avoir des nouvelles réponses, des approfondissements de certains personnages, et la suite se lit bien. Mais pour l'instant, c'est difficile de juger parce qu'au stade où ça en est, il reste encore 2-3 volumes. Et tant que la série n'est pas terminée, on ne sait pas exactement où ça veut, quel est le message qu'il veut passer dedans. Suite à ça, il va y avoir d'autres séries qui vont être faites. C'est-à-dire que là, ça sera d'autres auteurs. Ils vont faire, dans les années, je crois, 2000, je ne sais plus, la Guerre des Cendres. Et la Guerre des Cendres, c'est 3 séries de 3 volumes. Et je vous explique, en fait, là, on a déjà un dessin qui est beaucoup plus moderne, hein, comme vous pouvez voir, qui n'est pas du tout le même. Et dans la Guerre des Cendres, ils ont développé la généalogie sur 3 générations. Et on va remonter comme ça sur 3 générations. Et c'est super intéressant en fait de comprendre l'importance de certains personnages secondaires qu'il y a dans la série principale, où là, ils deviennent des personnages principaux et qui vont montrer comment on est arrivé là. Et ça, je trouvais ça très très bien fait, sachant que là, on change quand même un petit peu de manière de raconter. Et donc, il y a beaucoup d'allusions qui sont faites à la série principale, donc il faut vraiment avoir lu la série principale pour l'apprécier à 100%. Et on découvre les secrets de famille, mais aussi tous les excès de la bourgeoisie. Et plus on remonte dans le temps, puisque ça, par exemple, c'est la première génération. Si je passe sur la deuxième génération, qui est encore plus ancienne, voilà, on voit à chaque fois que la bourgeoisie est de plus en plus là, et on se rend compte que cette famille était très importante, et quand on revoit les premiers trucs de Sambre, on voit que c'était la déchéance totale à travers le temps, surtout quand on le compare entre les 2 séries. Donc je lui disais, la narration elle est un peu différente, on a beaucoup de panneaux de texte comme là, qui expliquent un petit peu le truc, on n'a plus du tout ce côté poétique, ce côté un peu gothique, etc. Tout ça, ça y est plus. Et quand je l'ai lu, du coup, je l'ai vraiment lu en remontant dans le temps, c'est-à-dire que je n'ai pas fait dans l'ordre chronologique. Chaque fois, je suis remonté d'une génération pour essayer de comprendre. Là, j'ai encore à nouveau... j'ai pris la dernière série, là, celle-ci. Là, on est dans la partie la plus ancienne. Et j'ai remonté dans le temps à chaque fois pour essayer de refaire les liens et tout. Et du coup, je me suis régalé, en fait, à essayer de comprendre la genèse, la généalogie de tous ces personnages. Alors, chaque fois, je disais les suites, les générations précédentes font 3 volumes, ce qui fait 9 volumes en tout. Ça se lit très bien, ça aurait pu être plus court, mais finalement, avec le recul, je me dis, ouais, au moins ils ont eu le temps de développer et c'était pas mal. Et je pense qu'un jour, j'ai envie de me la relire, en fait, maintenant la série, mais pas de suite, mais je me la relirai dans l'ordre inversé, c'est-à-dire que je commencerai par la génération la plus ancienne et je remonterai dans le temps pour voir la déchéance au fur et à mesure jusqu'à terminer la série quand elle sera complète et je me referai un run dessus. Voilà, donc c'est une série, honnêtement, je pensais pas aimer, je pensais pas accrocher. Quand on me l'a présenté, j'étais en mode mouais, pourquoi pas. Mais je m'imaginais pas en train de la kiffer et de me dire, bah, j'ai quand même lu
17 volumes. Donc c'est pas rien, quoi, 17 volumes, sachant qu'il y en aura encore d'autres. Donc la série fera sûrement bien 19-20 volumes en tout. Et je me dis, bah ouais, mais finalement, ça veut dire que c'était une bonne série, que ça m'a très très bien accroché. Voilà pour ça. Huskana, ça donne donné envie de découvrir, quoi. Et comme j'ai dit, hein, si on me l'avait pas prêté, je serais jamais allé sur cette série, j'aurais jamais essayé parce que le dessin de la première série est quand même assez brut, hein, comme je disais, elle a vieilli avec des couleurs en plus très blanches en fait, hein, c'est très pâle, ça donne pas. Je vous remonte les images, hein, la première série elle donne pas spécialement envie. Et en fait, si, c'est très prenant, ça se lit très très bien. Et il faut accepter de ne pas tout comprendre au début dans la première série parce que c'est normal et c'est plus ça va et plus l'univers se dévoile. Voilà pour cette série-là. Alors, la deuxième série, je vais voir si ça finit, sinon on est foutu. Alors, est-ce que tu me l'as mis quelque part? Non. Ah si, c'est là. C'est bon. Il m'a fait la vidéo. Allez, parfait. Donc, deuxième série. Une autre série très atypique. Alors là, aujourd'hui, je suis parti sur les séries un peu différentes. Ça sera une vidéo puisque malheureusement... Attends, est-ce que je peux faire ça? Bref, je vais peut-être faire ça plutôt. Parce que malheureusement, hop, et ça, on va masquer, voilà. Ce livre-là, ben, j'ai pas trouvé de version numérique et donc je vais vous montrer une vidéo en boucle. Ok? Quoique non, je peux faire ça en fait, ça sera très bien. Donc c'est René au bois dormant, j'avais pu l'évoquer. Et c'est pareil, c'est une BD que j'ai pris à ma médiathèque. Alors, il est énorme le bouquin, il est comasse. Et Max m'avait parlé de cette BD, il m'avait dit putain, c'est génial, il faut que tu le lises et tout, c'est vraiment une expérience, toi qui aimes ça. Et j'avais un peu zappé, et puis je l'ai revu, j'ai fait ah, mais ça me parle ce livre, je vais le prendre. Et donc, on suit, hop là, pardon, voilà, on suit, ouais, je mettrai pause au fur et à mesure, c'est une petite vidéo, elle est courte, hein. Euh, voilà, on suit un petit garçon qui habite dans une grande ville et c'est un jeune garçon qui a tendance à s'évanouir et se retrouver dans des mondes étranges. Et, euh, et il va dans ces mondes-là à chaque fois essayer de trouver son doudou et il va partir pour une grande aventure introspective sur les traces de son passé. Donc on peut le voir ici, voilà, il cherche dans un monde, il cherche René, son doudou. Et je dois dire que la lecture était quand même une sacrée expérience. Donc déjà, on a une expérience visuelle, comme vous pouvez le voir sur les images, hein. C'est très particulier. René, c'est fait comme des tableaux de peinture à l'aquarelle, en fait. C'est vraiment des tableaux de peinture, mais à l'aquarelle. Et ça donne un rendu surréaliste, un peu hypnotisant, déroutant. C'est vraiment une expérience de lecture en soi. Là c'est très unique comme proposition. Et du côté de l'histoire, ben, si au début on semble suivre les rêveries d'un enfant, l'histoire se révèle bien plus complexe et profonde. Et le récit, justement, va utiliser plein de métaphores, hein, passant du souvenir au choix à faire, le changement de corps, la recherche de son identité, de ses origines, aussi les genres, les différences culturelles, le rejet, l'abandon ou l'acceptation aussi de la différence et de l'emprise des adultes et de ses conséquences. Enfin, il y a beaucoup de thématiques comme ça qui vont être abordées. Et à la première lecture, en fait, il faut se laisser porter par le récit. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas essayer de tout comprendre, vous ne comprendrez pas tout. Et c'est au fur et à mesure que les événements prennent forme qu'on commence à faire le pulse, et c'est même à une deuxième lecture que vous allez comprendre beaucoup plus de choses, puisque c'est un double récit qui va nous amener à une conclusion assez inattendue. Et justement, à cette deuxième lecture, c'est là que vous comprenez les connexions, les dialogues et qu'est-ce qui se passe. Et même si à ma deuxième lecture, il y a, on va dire, des points à éclaircir encore, malgré tout, bah, du coup, on comprend bien les intentions de la BD et elle est très touchante. Alors, c'est une BD qui est difficile de parler sans spoil. Donc,
sur ma chaîne, j'évite de spoiler, même si, enfin, je spoil assez rarement, même si certains pourraient penser le contraire. Mais ce que je vais faire, comme là, je vais dévoiler une partie importante du récit, je pense que c'est important de le dévoiler. Je vais vous rajouter ce petit logo, spoiler, comme ça, ceux qui ne veulent pas, ils passent, et vous coupez le son, et dès que j'ai fini, j'enlèverai le logo. Et je vais afficher un site web, donc voilà, je vous préviens. Donc difficile de parler sans spoil, et je pense que René fait aussi partie de ces œuvres qui est encore plus intéressant de fois de ne pas le savoir, mais c'est important de le mentionner parce que ça va assez loin. Je suis resté un peu flou, mais même sans tout spoiler, je vais essayer de rester un peu vague aussi, pour pas vous gâcher la découverte. En fait, l'autrice en parle. Alors, l'autrice en parle elle-même dans ses interviews, hein, donc il suffit de voir une interview et vous le savez. Mais comme c'est pas précisé en quatrième de couverture, voilà, je le précise. En fait, l'histoire, elle est tirée d'un événement au Canada qui s'appelle un événement des années, un événement des années 60. Alors, attendez, hop, mince, je voudrais celui-ci. Toc. Un événement des années 60 qui s'appelle la RAF des années 60. Et il y a eu des enfants autochtones qui ont été enlevés pour être élevés par les familles bourgeoises. Et en fait, René fait partie de ces enfants. Et donc cette histoire, c'est une grande introspection pour comprendre ses origines, mais aussi accepter sa différence et trouver sa place dans la société qui ne le correspond pas. Et je trouvais ça vraiment super. Donc voilà, donc c'est la fin du spoil. C'est important pour moi de le mentionner, parce que quand je vous dis que le récit a une double lecture et comment dire, quelque chose de beaucoup plus profond, ben voilà, c'est ça en fait. C'est que derrière, je ne m'attendais pas à lire quelque chose qui raconte en fait un événement réel, et de cette manière-là. Donc c'est hyper intéressant. Donc René, c'est une sacrée expérience, ça m'a pas mal surpris, autant sur le fond que sur la forme. C'est une œuvre qui dit beaucoup de choses sans les dire, et c'est une œuvre où je pense qu'on pourra en parler 1 heure sans problème, à regarder tout en détail, et c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu. Donc si vous pouvez vous la procurer en médiathèque, ben, n'hésitez pas, c'est un gros livre, hein, donc, qui est assez costaud et assez onéreux aussi. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça. Voilà, donc c'était les lectures, c'est les lectures j'aime bien, je vais laisser finir la vidéo. C'est les lectures que j'aime bien justement, qui sortent un peu de sa zone de confort et qui proposent une expérience, une vraie vision artistique, tout en ayant un message et des messages codés, et je trouve ça super. Voilà. Ah, voilà. Même en BD, j'essaye d'avoir des lectures qui, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et celle-ci en fait bien partie, j'étais très content de l'avoir découvert. Allez, il nous reste 2 chroniques. 2 chroniques, et après on pourra faire l'ouverture du carton. Donc 2 comics, on a fait les 2 BD, voilà, donc 4 mangas, 2 BD, 2 comics. On a fait... et ça fait 8 chroniques, c'est beaucoup quand même, je vous le dis, c'est un sacré rendement, il faut les faire. Allez, on va commencer par celui-ci, on va commencer par un truc un peu plus délire. Et la critique est assez courte, parce que j'ai pas besoin de faire un truc très long, donc elle est assez courte, on va en parler. Hop là. Alors je suis en train de charger, parce que pareil, j'ai oublié de télécharger le truc. Hop. Et ouais, si vous découvrez des BD, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. BD, comics, manga, peu importe, ça me fait toujours plaisir. Alors, on va parler d'un titre totalement what the fuck, qui s'appelle Shaolin Cowboy, qui est en 3 volumes et maintenant en 4 volumes. Donc Shaolin Cowboy, c'est un gros délire. Donc un récit qui est méga what the fuck, que ce soit clair, et on va suivre un Shaolin Cowboy, comme son titre l'indique, qui est poursuivi par énormément de monde. Partout où il va, on essaye de le dézinguer, donc c'est lui, hein.
Et donc lui, ben, il fait que se défendre pour survivre. Et c'est un peu, c'est surtout une histoire prétexte à l'auteur pour dessiner ses gros délires et ses expérimentations. Donc, alors là, par exemple, vous voyez cette page, elle continue sur tout ça. Voilà, le mec, il a fait 12 pages qui continuent. Moi, je l'avais lu sur la tablette et j'ai mis le mode scroll horizontal. Et en fait, c'est une page qui ne s'arrête jamais, quoi. C'est incroyable. Donc, ici, en fait, il faut savoir que l'auteur fait à peu près tout le contraire de ce qu'on peut s'attendre au niveau de l'histoire. À chaque fois, on se dit, allez, là, il va approfondir son histoire, c'est hyper intéressant ce qu'il développe. Non, il fait une ellipse, il passe à autre chose. Alors des fois, on pense qu'on va avoir un combat rapide, et en fait non, il en fait des caisses pendant des pages et des pages et des pages, et tout à dessiner en détail et tout. Et c'est assez incroyable. On voit qu'il s'amuse. Comme je disais au début, il y a ce fresque là qui fait plus de 10 pages à suivre avec plein de personnages, tous différents, c'est ça qui est fou. Et en fait, c'est un enchaînement de situations de combat bien gore où le Shaolin à chaque fois, ben, il frôle la mort et il dézingue tous ses adversaires. Avec des délires de genre là, c'est la vengeance d'un crabe parce qu'en fait il est allé au resto, il a bouffé sa mère et donc le crabe essaye de se venger et pour ça il manipule les humains en étant sur leur cerveau, quoi. Enfin, c'est que des délires tout le temps comme ça qui sont très drôles. Hop là, je vais passer aux deux. Hop, voilà. Et là pour vous donner, même pour vous donner un exemple, attends, je repasse au 1. Par exemple, un moment à la fin, dans un, il rentre dans un monstre plus grand que lui. Je sais pas si je vais le retrouver. Voilà. Il rentre dans ce monstre-là qui est plus grand que lui, un truc, on ne le voit pas de suite, hein. Voilà, ça. Voilà, qui a une ville sur lui, mais c'est juste n'importe quoi. Et dedans, ben, il est dans la ville, dans les souterrains, dans les machins et tout. Il rencontre des zombies à la fin, par exemple ici, avec un qu'est-ce qui va se passer et compagnie. On commence le volume 2, et le volume 2, il commence comme ça. Il commence avec tout ça à lire précédemment. Et il t'explique la genèse complète du truc. Et en fait, le volume 1, c'est genre le dernier paragraphe, quoi. Enfin, ou genre les deux derniers paragraphes, ça c'était le vrai volume 1. Tout le reste, c'était ce qu'il t'a raconté avant. Tu lis le truc, tu fais, mais c'est n'importe quoi. Mais vraiment, un giga délire. Et là, hop, il sort du truc. Et il se retrouve face à une armée de zombies. Point. Il a fait une ellipse, ça me bat les couilles. Et en fait, ce comic, c'est une galerie de personnages débiles, le tout dans un univers fantastique, absurde à découvrir. T'as des crabes, des varans qui parlent. C'est vraiment, il faut le prendre comme un gros délire. C'est une grosse expérience visuelle, graphique, parce qu'il a quand même un coup de crayon incroyable, hein. Il y a un détail qui est juste ouf. C'est ultra détaillé et tu passes un temps fou en fait à regarder certains détails. Et tu vois que l'auteur, il s'amuse à les mettre dans chaque page, des porte-clés, des machins. Enfin, tu sens que vraiment, il s'éclate à ça. Et dans les genres de délire, par exemple, là, on est le volume 2. Et dans le volume 2, il commence à s'attaquer à des zombies. Donc, voyez le planche, hein. C'est une double page, hein. Et là, vous voyez ce truc-là? Vous voyez la jauge en haut, là? Ça, c'est une jauge de l'essence. Et là, pendant 150 pages, il va défoncer du zombie jusqu'à que la jauge soit terminée. Ce genre de truc, je vous montre pas plus. Et là, vous avez un truc ultra détaillé comme ça, pendant 150 pages. Tu fais, mais ça s'arrête jamais. Et le mec, il a dessiné ça. Et je me dis, mais il est juste fou, en fait. Il est juste fou, le gars. Et donc, voilà, c'est assez drôle, c'est assez absurde dans le genre. Alors, c'est le genre de délire, on rentre ou on rentre pas. Donc là, je passe au volume 3. Voilà, c'est le genre de délire, on rentre ou on rentre pas dedans. C'est pas un truc, c'est un coup de cœur, mais c'est un délire. Et je trouve qu'il faut l'avoir lu quand même pour voir ce gros délire. C'est assez fou. Et presque, je regrette que finalement, il n'est pas détaillé. Pardon, il n'est pas détaillé certains passages, qu'il a préféré faire des ellipses et tout. Mais c'est vraiment une expérience en soi. Donc, si vous aimez ce genre de truc totalement ailleurs, perché, il faut lire, voilà, il faut tenter de lire voilà, ce genre de pages ultra détaillées.
vraiment, où il y a un détail incroyable. Là, peut-être que vous ne voyez pas, mais si j'essaye de zoomer, je sais pas si... Attendez, hop, on va essayer de zoomer. Voilà. Et en fait, on a mais un million de trucs, des sparadraps, des machins, des petits tatous. Et en fait, sur tous les personnages, c'est ça en fait. C'est pas juste un, c'est tous les personnages. Genre, voilà, les petits porte-clés sur le truc. Et en fait, voilà, le chien avec sa grenade, un petit porte-clés sur ça, voilà, des migales qui fument. Vous voyez, et c'est que ça en fait. Vous pouvez zoomer ce chien avec ce truc, l'autre avec le canif. C'est un méga délire. Toc. Donc voilà, pas plus. Il faut pas chercher une histoire cohérente, il faut chercher du n'importe quoi. Et moi, il y a des trucs que j'ai adoré. Et il y a des trucs que j'ai trouvé un peu longs. Donc c'est pas un coup de cœur, clairement pas. C'est pas un livre que j'ai envie spécialement d'avoir dans ma collection. Mais je dois reconnaître que l'exercice et le truc est assez cool. Assez cool à lire. Moi, ce volume 2, j'étais là en train de passer les pages. Mais sans déconner, quoi. Mais jusqu'à quand t'arrêtes, quoi. Et au moment, je remarque qu'il y a ce petit jauge, je reviens en arrière, j'ai fait. Oh, mais en fait, il est en train de vider la jauge d'essence de sa tronçonneuse, là. Et tu fais, mais. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est ouf. Voilà. Voilà pour Shaolin Cowboy. En tout cas, je vois que certains, ça vous donne. Là. Donc, comme je dis, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais dans le délire, c'est quand même. C'est un gros trip. Voilà. Si vous voulez un gros trip, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut lire. Allez, je propose de continuer avec la dernière critique de la soirée. C'est Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc, j'étais pas du tout super-héros et comme l'a conseillé, j'étais là en mode aïe, je sais pas si je vais aimer super-héros, vraiment, j'ai vraiment une mauvaise image du super-héros. Et je me suis dit, bon, allez, on va tenter, on me le conseille. Et un ami de confiance, je dis, allez, on va voir. Donc, c'était dans mes premières découvertes comics. Et donc, cette image un peu cliché que j'avais du super-héros me faisait un peu peur. Je me suis dit, ouais, bon, Supergirl, bon, je ne connais pas le personnage. Je dis, c'est l'occasion, à la limite, je ne connais pas ce personnage, ça sera l'occasion de le découvrir. Et moi, pour moi, les super-héros, c'était surtout des histoires un peu shonen, entre guillemets, de, ben, voilà, il y a les méchants qui arrivent, on met la raclée avec les super-héros, puis on passe à autre chose, et on sort des histoires abracadabrantes, et puis voilà, ça y est, ça fait une histoire, quoi. C'était un peu ça. Et c'est vrai que tous les films de vagues de super-héros, j'ai vite arrêté parce que ça me passionnait pas plus que ça. Et donc quand j'ai lu Supergirl, j'avais cette image en tête. Et en plus, comme je connais pas le personnage, j'avais peur aussi de pas comprendre Supergirl. Sauf que Supergirl, c'est dessiné, enfin c'est scénarisé celui-ci par Tom King. Donc Tom King, c'est quelqu'un qui revisite des personnages. Alors je sais que c'est un auteur, un scénariste qui est très autant adulé que détesté par rapport à sa manière de faire, et je peux tout à fait comprendre, parce que j'en ai lu plusieurs du coup Tom King, et maintenant je commence à avoir des trucs, mais malgré tout je me suis dit, celui-ci que j'ai lu peut-être à la rentrée ou un truc comme ça, je me suis dit je vais le relire avant le live pour voir si j'ai toujours ce même avis, et donc du coup mon avis n'a pas changé, je l'ai même pu compléter quelques trucs. Et donc Tom King, quand il revisite ses personnages, c'est aussi une bonne porte d'entrée puisqu'il essaye de redonner accès à ce personnage avec une vision différente. Et donc dès le début, moi j'étais très attiré par le dessin, vous avez vu, c'est quand même superbe avec des couleurs incroyables, des couleurs vives qui rappellent un peu Coda, hein, je vous avais présenté Coda, je trouvais ça vraiment superbe. C'est pas le même coloriste, mais en tout cas c'est dans le même style, et donc je me suis lancé dans la lecture. Donc de quoi parle ce Supergirl? On est dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, mais avec une esthétique viking au début. Enfin non, enfin, le monde extraterrestre, pardon, mais avec une esthétique viking. Et on a une jeune femme, dès le début, voilà, on le voit, son père se fait tuer suite à une altercation avec un bandit qui est à la solde du roi. Euh, et donc du coup, elle décide de se venger de son père. Et suite à une première altercation dans le bar, elle rencontre Supergirl, et Supergirl et elle vont s'unir par la force des choses, puisqu'elles vont rencontrer le bandit, et le bandit va, on va dire,
voilà, envoyer une flèche sur son chien, et Supergirl, pour trouver un antidote pour son chien blessé, et elle, pour retrouver, donc la jeune fille, pour retrouver le bandit, vont s'associer et vont partir à sa rencontre. Sauf qu'il s'enfuit avec sa navette, et on se rend compte dès le deuxième chapitre que en fait, c'est un space opéra, puisque ça va vraiment se passer au niveau de l'univers. Et, euh, et donc j'ai été déjà très agréablement surpris, puisque chaque chapitre, ce sera une ellipse temporelle, et présentera justement un nouvel aspect de cet univers, mais aussi à chaque fois, chaque chapitre, il y en a 8 en tout, ça sera une nouvelle situation qui les rapprocheront à chaque fois de leur but, initiaux. Alors, sur le premier chapitre, sur les 8, hein, l'histoire va déjà nous poser les enjeux, et chaque chapitre sera justement l'occasion de montrer cette situation d'injustice différente, et que ce soit un peuple qui a subi des massacres. Je vais passer un petit peu pour montrer un peu plus loin. Allez, on va passer cette planche-là. Hop là. Que ce soit donc voilà, un peuple qui a subi des massacres, des décisions contre nature, l'oppression d'un envahisseur, que les gens soient innocents, pacifiques, vindicatifs. En fait, chaque histoire sera un exemple d'injustice, d'un moment de drame, ou des victimes qui sont incapables de se défendre. Chacun va vivre justement avec le poids de son passé, et continuer à vivre. À chaque fois, ça sera un exemple voilà, un exemple que les filles pourront voir. Hop là, je vais passer ici. Hop là, là il y a des petits dinosaures. Et donc aussi, chaque histoire sera un exemple pour la fille qui veut se venger, qui est aveuglée par sa colère, et de lui faire comprendre, ok, mais une fois que tu vas te venger, tu fais quoi après? C'est quoi l'étape d'après? Parce qu'on le sait, hein, ça c'est assez récurrent dans les histoires de vengeance. Et donc, et en même temps, on va en fait aussi suivre. Il y a un parallèle entre l'histoire tragique de cette jeune fille, mais qui fait écho aussi avec Supergirl, qui est la dernière survivante de Krypton. Et en fait, Supergirl, dans cette version, elle porte en elle, je vais revenir un peu en arrière plutôt, dans cette version, voilà, on va peut-être passer ça, hop. Ouais, on va mettre de belles planches comme ça. Elle va passer en elle, en fait, pardon, je me suis un peu trompé. Tout le poids, en fait, toute sorte de la perte de son peuple, en fait, et elle va voir toute cette détresse, enfin, c'est pas détresse, cette tristesse en elle, en fait. Et Supergirl, elle est très mélancolique. Et les deux jeunes femmes vont s'entraider quand ça sera nécessaire, mais toutefois, Supergirl, elle refuse que la petite se venge, en fait. Son but, ça reste de la dissuader. Et j'ai clairement adoré la diversité des histoires. J'ai adoré ce que le récit, le récit nous propose. Voilà. Et voilà, c'est ça ici. Hop là, désolé, je me reprends un petit peu. Voilà, ce que je disais, voilà, pardon, j'avais raté ça. Voilà, donc elle a vraiment ce fardeau, hein, Supergirl, par rapport à, à son passé, et elle mène une vie solitaire, et tout le monde souhaite sa peau, en fait. Et on la découvre solitaire, mélancolique, très attristée, mais qui reste résiliente, et surtout qui garde son indulgence et sa bonté naturelle. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une double narration, c'est-à-dire que alors Tom King fait beaucoup ça, hein. C'est-à-dire que c'est la jeune fille qui raconte son tableau de bord, en fait, son voyage, et qui raconte aussi les émotions de Supergirl telles qu'elle le voit. Supergirl, au final, s'exprime assez peu, et on comprend tout à travers les récits de la jeune fille. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, on suit vraiment l'histoire de la jeune fille. Donc on en apprend plus aussi sur les origines de Supergirl, ses faiblesses, son lien avec Superman, et clairement elle est plus balèze que Superman, tout comme ses capacités de Supergirl qui sont amoindries quand elle s'éloigne du soleil, ou ses voyages vers des univers très différents. Voilà, tous ces voyages, en fait, c'est une petite leçon à apprendre au fil du temps. Visuellement, c'est vraiment super en termes de couleurs, en termes de dessin. J'adore aussi les yeux des personnages. Ils sont tous
très brillants, très expressifs. J'adore leur regard en fait. Et vraiment, il y a des planches qui sont sublimes, vraiment sublimes. Ça a été un coup de cœur. Et même la deuxième lecture, j'ai vraiment adoré ma lecture, et pas que pour le côté visuel, hein, je pense l'avoir bien précisé. Et en plus on s'approche de la fin, et plus il y a une tension qui monte, et je trouve que ça a été super bien retranscrit. Et c'est vraiment... j'étais dedans, même la deuxième fois, j'étais à nouveau dedans, je me suis régalé. Donc j'ai découvert Supergirl par ce biais. Et je trouve ça, je trouve ça très bien en fait, même si j'ai pu lire quelques reviews. Ils disaient ouais, certains lui reprochaient justement de tirer un peu trop sur cette corde un peu mélancolique, sensible, qui est pas trop Supergirl normalement. Mais j'ai aimé justement ce côté qui change en fait du super-héros toujours en forme, positif, etc. Et ça m'a donné envie de creuser, d'aller plus loin. Alors j'ai pas poussé à lire d'autres œuvres aujourd'hui de Supergirl, il y a plein d'autres héros avant à découvrir. Mais il y a pas mal aussi de références à des personnages ou certains événements de l'univers, et ça donne envie des fois de dire attends, elle mentionne cet événement-là, ça peut être l'occasion d'aller le lire et de voir ce que ça donne. Donc c'est l'histoire d'une vengeance, d'une chasse à l'homme, d'injustice, d'un voyage quasiment solitaire, et perso j'en redemande tout en nous proposant un récit avec des paysages, des couleurs et des dessins qui sont magnifiques. Donc voilà. Donc tu disais, pas fan de Tom King, mais Supergirl est un de ses meilleurs travaux avec Rorsch. Eh bien écoute, j'ai pas lu Rorsch, j'ai lu Watchmen, mais pas Rorsch. Mais effectivement, je trouve que Tom King est vraiment super. Et j'ai lu deux autres Tom King, un que j'ai adoré et un autre que j'ai beaucoup moins aimé. Et donc voilà, pour le dernier que j'ai lu justement, j'ai moins aimé. Je commençais déjà à avoir ses ficelles scénaristiques, mais quand on l'a pas lu, et puis même celui-là, je le trouve vraiment très bien. Il est très très bien fait. Je vous le conseille fortement. Voilà pour Supergirl. Et après, ouais, je connais pas le nom du dessinateur, donc c'est Bilquis Evely. Voilà, voilà. Et c'est sorti chez Urban. Donc je sais pas si c'est là que ça a donné envie de découvrir Supergirl ou pas, mais ça a l'air... moi je l'ai lu une deuxième fois, et vraiment je me suis régalé. Alors, bah, écoutez, on arrive en fin de soirée. On va tranquillement se faire un petit unboxing des familles. J'ai acheté 3 livres de comics qui parlent de comics. Alors c'est plus édité aujourd'hui, mais je les ai trouvés sur le Bon Coin. Pas donné parce que du coup c'était plus trouvable. Mais j'ai reçu le colis tout à l'heure. J'ai pas eu le temps vraiment de l'ouvrir, donc je me suis dit on va le regarder ensemble. Mon beau carton là. Hop. Unboxing, c'est toujours cool. Ça vous plaît ça. Je sais pas si on va voir. Là. Hop. Alors, bon, on va pas voir plus que ça, mais c'est pas grave, je vous le sortirai. Alors. Ils sont énormes. Énormes. Regardez-moi ce monstre. Mais il est immense. Alors. Ouf, c'est sacré bête. Hein. Attends, je vais remonter, je vais vous montrer. Sacré bête. Ah, je m'attendais pas à que ce soit si gros. Hein. Je vais les renvoyer, je crois. C'est trop gros. Alors, attendez, je vais passer en livre. Hop. Alors, je vous mets la taille du phénix à côté. Hein. Vous voyez, la taille du phénix, elle est... Le truc qui fait 2 phénix, quoi. Alors, en fait... Donc, en fait, c'est 3 livres qui ont été faits par Taschen, qui sont là, comme ça, qui reprennent des époques d'ici, avec le Golden Age, le Silver et le Bronze. Et donc, du coup, c'est 3 ères assez importantes de DC Comics, et ça me
ça me... j'arrive à les soulever, quoi. Et ça me tentait bien, et c'était plus disponible. Et du coup, j'ai réussi à les retrouver, vous voyez, à les retrouver sur le bon coin. Quelqu'un vendait l'intégrale. Et j'ai dit, bah allez, on va pas réfléchir, on va les prendre. Et donc là, on est vraiment sur du vieux super-héros en slip, clairement. Là, on est vraiment sur le super-héros classique. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu. Voilà. Le super-héros classique, le livre, il est immense. Vous voyez, c'est très illustré, hein, donc c'est très bien. Voilà, avec les références et tout. Hop. Ensuite, le deuxième. Hop là. Ça vaut 40 € pièce, le livre, et j'en ai eu pour 105 € avec les frais de port et compagnie. Donc, je les ai un petit peu moins cher que le neuf. Alors après, ils sont pas, vous voyez, ils sont un tout petit peu cabossés, machin. Il y en a un qui les vend, qui les vend un peu plus cher, qui sont sous blister les trois. Moi, j'en ai un sous blister. Qui sont sous blister les trois, et on peut les négocier à 120 €, mais après il faut racheter il faut rajouter encore des frais de port et rajouter comment ça s'appelle, rajouter des frais, le bon coin. Donc voilà, donc là les années 56 à 70, il y a quand même des trucs. Donc ça a l'air vraiment hyper intéressant. Wonder Woman et tout. Et après, le dernier, alors il fallait l'ouvrir celui-là. Le dernier. On va essayer de l'ouvrir. Alors, hop, hop. J'arrive pas. Ça y est. Je suis pas bon en unboxing. Hein. Je pense que c'est du format A3. Hein. Alors, je sais pas si c'est A3. Non, c'est peut-être pas A3 quand même. Mais je sais même pas où je vais ranger ce truc. Tu vois, attends. Je prends un catalogue. C'est aussi large qu'un catalogue d'Angoulême. Et en hauteur, c'est à peine plus petit. Vous voyez, donc... voilà. Et le dernier, l'âge de bronze, donc 70-84. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et vous voyez, il n'y a pas... Ça fait très catalogue, en fait. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas un milliard... Oh, ça, je me rappelle de ces séries télé, quoi. Il n'y a pas un milliard de textes. Je pense que ça se lit quand même assez vite. Et moi, c'est très bien. J'ai pas besoin d'un truc trop de texte. Donc, c'est un truc que je lirai au fur et à mesure. Voilà. Voilà, c'était un peu mes derniers achats qui est arrivé juste tout à l'heure. Donc, je me suis dit, allez, on va l'ouvrir ensemble. On va le regarder ensemble. J'ai de quoi lire, là. J'ai de quoi lire. Mais en fait, c'est parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'ai une mauvaise image du super-héros, mais ça m'intéresse. Comme je me suis intéressé pendant longtemps à l'histoire du manga, je m'intéresse à l'évolution aussi du comics. Là, je l'ai pris par le biais du super-héros, mais j'aurais pu le prendre par autre chose. Mais c'est plus ça qui va être mis en avant. Le comics indépendant, pour l'instant, je suis pas assez calé. On va dire que le livre sur la BD au centre Pompidou, là, le catalogue d'Expo avait déjà pas mal d'éléments. Mais là, ça m'intéressait. Et puis ça restait quand même des beaux livres avec pas mal de choses. Et puis, si ça me plaît pas, je peux toujours les revendre. Hein. Même si je perds 20 balles dessus, en soi, c'est pas grave. Hein. Je les revends et c'est réglé, quoi. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. J'ai la flemme de revendre le manga, il y en a tellement.
Des fois, je regarde, je dis, ah, je pourrais vendre ça, 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 et puis rien que faire une annonce, et me dire, ah, il faut que je fasse les colis et tout, j'ai déjà la flemme. C'est la flemme qui fait que j'en ai pas vendu certains, quoi. Et oui. Mais écoutez, on arrive à la fin. On se voit le 4, non, le 15 janvier, donc mercredi, hein, cette fois, 15 janvier pour la rétrospective des 4 ans et le quiz. Petite soirée de chill ensemble. Il faut que je peaufine 2-3 trucs, mais après, normalement, c'est bon. En tout cas, le quiz est prêt. Euh, pour le 4, il n'y aura rien, clairement. Et voilà, donc sinon, après, c'est tout. La rediff, je la mettrai sûrement dimanche pour la première. Et puis voilà. Je l'ai montré déjà la page, je l'ai fermé déjà le truc. Euh, eh bien écoutez, tant mieux si ça vous a bien plu pour cette soirée. C'était très cool de partager avec vous. Et puis voilà, je vais essayer de voir ces gros bouquins et voir ce que... Je vais feuilleter ça tranquillement là. Eh bien je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Profitez bien du week-end. Et puis on se voit dans 10 jours à peu près, enfin 12 jours. À plus. Ciao ciao.